Moskva! Das Здравствует Россия! Das Здравствует Дружба! Russie и Франция! Moscou, juin 1966. Quelques mots lancés dans un russe maladroit ont suffi, la foule est conquise. Lorsque le général s'adresse aux soviétiques ce jour-là, l'instant est fort, historique. Au cœur de la guerre froide, alors que la planète est divisée en deux blocs irréconciliables, le président français est le seul dirigeant du camp occidental à pouvoir se rendre en Union soviétique. Mais cette visite au pays des soviets n'est que le dernier acte d'un jeu diplomatique qui a débuté en France 8 ans plus tôt. Dès son retour au pouvoir, De Gaulle n'a en effet qu'une seule et même obsession, faire de la France un pays fort, indépendant et respecté. Mais pour cela, il lui faut impérativement tisser des relations privilégiées avec l'Union soviétique. De Gaulle frappe un grand coup, il invite Nikita Khrouchtchev, le leader communiste, à venir le rencontrer à Paris. Un premier pas qui le mènera, il l'espère, jusqu'au pays des soviets. Un défi d'envergure, même pour le général. Jamais la banlieue rouge n'avait aussi bien porté son nom. L'événement est considérable. Depuis la révolution d'octobre 1917, aucun dirigeant soviétique n'a effectué de voyage officiel en France. Mais si De Gaulle compte bien tirer parti de cette visite, le pari est risqué. Khrouchtchev a en effet lancé une vaste opération de séduction à l'international. Et sous ses airs débonnaires, l'homme est aussi un animal politique redoutable, qui prône le dialogue entre l'Est et l'Ouest, à la fois inventeur de la coexistence pacifique et meilleur promoteur de l'idéal communiste. D'ailleurs, De Gaulle devra se méfier du puissant Parti communiste français, qui rassemble encore 25% des suffrages dans les urnes et qui pourrait bien transformer ce voyage exceptionnel en gigantesque campagne de propagande. Le général joue donc serré. Mais Khrouchtchev a accepté l'invitation, les dés sont jetés. Au printemps 1960, il vient en France pour 11 longues journées. De Gaulle, qui veut prouver que la France est indépendante, pourra-t-il tirer son épingle du jeu face à Khrouchtchev? La frêle Marianne saura-t-elle résister aux avances d'Ivan le Moujik? « 23 mars 1960. Khrouchtchev débarque à Orly avec femmes, enfants, 6 ministres, 11 interprètes, 12 gardes du corps et 35 journalistes. De Gaulle l'attend devant les caméras du monde entier. Le premier contraste est physique. Sur le tapis rouge, le camarade et le général ressemblent à deux acteurs du cinéma muet. Un aristocrate de grande taille, au maintien raide de militaire, et un petit bonhomme jovial et bedonnant, aux allures de paysan. À chaque grande enjambée de l'un, deux petits pas rapides pour l'autre. Eh bien, vous voici. Je puis vous assurer que nous en sommes très contents. À vous-même, à Madame Khrouchtchev, à votre famille, à vos compagnons, je souhaite la bienvenue. De Gaulle est content, et c'est normal. La visite du chef soviétique place la France au centre de l'attention médiatique mondiale. Le peuple français a lui aussi répondu présent. Et c'est une foule en liesse qui accueille Monsieur K, comme le surnomment déjà les journaux.
Le Figaro a beau dénoncer les commandos communistes chargés d'applaudir sur tout le parcours, les faits sont là. C'est une réception populaire triomphale, encore jamais vue en France pour l'accueil d'un chef d'État étranger. À quoi peuvent bien penser les deux dirigeants dans ces premiers instants de leur rencontre? En pleine guerre froide, les sujets de discussion ne manquent pas, ni les désaccords potentiels, au premier rang desquels la question de l'Allemagne. Sur le terrain politique, la partie s'annonce donc disputée. Mais il semble d'ores et déjà que K, même en tant que visiteur, pourra compter sur le soutien du public. À l'Élysée, De Gaulle ouvre ses cadeaux. Comme les soviétiques sont en tête dans la course aux étoiles, Khrouchtchev prend un malin plaisir à offrir des maquettes de satellites. De Gaulle, dubitatif, soupèse poliment cette étrange boule de pétanque. Pour la France qui vient tout juste de procéder à son premier essai nucléaire dans le Sahara, la conquête spatiale est encore loin. Mais déjà Khrouchtchev prend congé du général, car il a un autre rendez-vous important, porter la bonne parole devant la presse capitaliste. Et maintenant, j'attends vos questions. Je me mets à votre disposition. Хорошие, добрые вопросы готов по-доброму встретить, по-доброму и ответить. На плохие вопросы готов контратакой ответить. Pour des bonnes questions, je suis prêt à les recevoir bien et à répondre convenablement. Pour les questions mauvaises, je suis prêt pour une contre-attaque. Мне сказали, что в одной газете американской какой-то журналист выступил со статьей. И говорит, я бы хотел в это время сидеть под столом и слушать, какая беседа идет у Хрущева с де Голлем. Я должен сказать, что если бы он сидел под столом, то он бы от злости лопнул там, потому что беседа была в самом приятном направлении. Si vous étiez journaliste, Monsieur le Président, quelle serait la première question que vous poseriez à Monsieur Nikita Khrouchtchev? Над этим вопросом я не думал. Я бы поставил вопрос такой Хрущеву. Господин Хрущев или товарищ Хрущев, почему вы мало уделяете пропаганде ваших идей коммунизма? Хрущев бы ответил Хрущеву, что я все делаю, что в моих силах, но, видимо, моих сил недостаточно, и поэтому вы чувствуете неудовлетворенность. Но так как дело верное коммунизма, то верьте мне, как верьте и Хрущеву, что он уверен в том, что всякое святое дело возьмет верх. Le camarade est ravi. Les journalistes français rient à ses blagues. Et la foule, qui le suit partout grâce aux itinéraires détaillés publiés dans toute la presse, continue de l'acclamer. Pas de risque le lendemain que la lune de miel s'interrompe. Maurice Thorez, Jeannette Vermèche, Jacques Duclos et tous les membres du bureau politique du Parti communiste accueillent Khrouchtchev aux 4 rue Marie-Rose, dans l'appartement qu'occupait Lénine lors de son exil à Paris avant la Révolution. De Gaulle semble bien loin tout à coup. Ici, on est entre camarades. Puis K reçoit l'ovation du peuple de Paris. Une aubaine pour les caméras couleurs de la télévision soviétique. De son côté, la télévision française choisit, elle, de suivre Nina Khrouchtcheva, en noir et blanc. Pendant ce temps, Madame Nina Khrouchtcheva, accompagnée de ses filles, se livrait à d'autres occupations. Culturelle au musée du Louvre, où son sourire légendaire rencontrait celui de la Joconde. Plus frivole, un peu plus tard, dans un grand magasin, où elle a pu apprécier à sa valeur la bousculade traditionnelle, légèrement favorisée, il faut le dire, par les photographes. Dans la famille Khrouchtchev, je demande les filles, Rada et Elena. Papa rigole avec les copains du parti, maman fait les courses, et les enfants tentent une échappée glamour, tellement parisienne, le défilé de mode. Ces images futiles ne seront pas montrées en Union soviétique. Mais le reporter de l'ORTF, lui, est bien là. Il s'agit d'un Russe blanc dont les parents ont fui la révolution bolchevique de 1917. Son nom,
Léon Zitrone. Sa mission, obtenir des interviews exclusives de cette famille Khrouchtchev, objet de toutes les curiosités. Rada en russe veut dire contente. Je voudrais vous demander, madame, si vous êtes contente de votre séjour en France. Rada ли вы вашим прибытием в Францию? Конечно, очень довольна. Elle est extrêmement contente. Очень рада. Очень rada. Очень Très rada. contente, dit-elle. Alors là, il y a un calembour intraduisible, mais c'est un excellent calembour. Что касается платьев, которые вы только что видели, en ce qui concerne les robes que vous venez de voir ici, Многие платья очень красивые, прекрасная работа, но это платья не практичные. ce sont des robes dont la plupart sont jolies, bien travaillées, mais Madame Adjoubey estime que ces robes ne sont pas pratiques. Да, и в нашей стране в таких платьях не ходят. Et elle dit que dans son pays, en Union soviétique, on ne se promène pas dans ces robes. Потому что И мне через кажется, что и в Париже не ходят. à Paris, en tout cas, il ne semble pas que l'on se promène dans les robes qu'elle a vues. Mais, но эти платья вообще красивые. Est-ce que ce sont de belles robes? Некоторые, я не могу Quelques-unes. сказать. Vous voyez que Madame Adjoubey a son franc-parler et qu'elle dit exactement ce qu'elle pense. La France vit à l'heure soviétique. Dans la journée, le général et le camarade discutent, essentiellement du clivage Est-Ouest. De Gaulle veut parler d'une Europe unifiée, de l'Atlantique jusqu'à l'Oural, alors que Khrouchtchev, inquiet du réarmement de l'Allemagne de l'Ouest, exige lui la reconnaissance de la RDA, ce que de Gaulle refuse. Un véritable dialogue de sourds donc, mais dans une ambiance cordiale. La nuit venue, Paris est une fête. Un soir, c'est K qui reçoit la République française. On est amis, bien sûr, mais la confiance n'exclut pas la vigilance. Les services secrets français sont donc sur tous les fronts. Qui sait ce qu'un communiste peut bien cacher dans des pirochkis? Le lendemain, c'est De Gaulle qui invite à l'opéra. Robe longue pour les dames, smoking et tenue d'apparat pour les messieurs. Sauf pour K et les invités soviétiques, bien sûr. Pas question de se plier à ces rites bourgeois. Les communistes ne sont pas des pingouins. De son côté, Zitrone poursuit sa mission. Après la fille, le père. À l'Opéra de Paris, je suis entré dans la loge du président de la République et De Gaulle m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je dis « Mon général, je voudrais bien approcher M. Khrouchtchev. » Alors De Gaulle a appelé Khrouchtchev pour qu'il vienne jusqu'à lui et il lui a dit « Monsieur, je vous présente M. Zitrone qui est reporter de la télévision. » Et c'est Khrouchtchev qui m'a dit « Qu'est-ce que je puis faire pour vous ?» Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous interviewer. Il me dit, mais je donne déjà une conférence de presse dans quelques jours. Non, Monsieur le Premier ministre, lui dit, je voudrais quelque chose de plus personnel qu'une conférence de presse. Alors il m'a répondu, venez demain à Bordeaux avec moi. J'y pars très tôt pour une sorte de Tour de France, mais il a regardé ma corpulence, il a regardé son propre ventre, et il a dit, dans la caravelle qui va nous emmener à Bordeaux, mettez-vous s'il vous plaît de l'autre côté du couloir central par rapport à moi, parce que si vous vous asseyez du même côté, nous risquerions de faire tomber l'avion. Voilà donc Monsieur K qui s'élance pour son Tour de France. De Gaulle ne l'accompagne pas. Il est président de la République, pas guide touristique. Et il devra patiemment attendre le retour de son invité pour reprendre des discussions dignes de ce nom. Eh bien, c'est à bord de la caravelle qu'on a servi un excellent repas. Comment vous sentez-vous, Monsieur le Président? Excellemment. Очень хорошо. Très bien. Никита Сергеевич, что вы думаете о этом самолете? Qu'est-ce que vous pensez de cet avion français qu'est la Caravelle? Самолет этот мне очень понравился. Я бы повторил, очень. Я уже говорил с министром, господином Жоксом, и мы с ним ударили по рукам. Я не знаю, будет ли сдержана договоренность о том, что я покупаю Каравеллу. Он поставил вопрос, одну ли штуку я куплю? Я сказал, нет, если Франция готова и фирма продать нам, то мы можем купить не одну, а много. Première étape, Bordeaux. Paris et ses banlieues rouges ont réservé un triomphe à Monsieur K. Mais quel accueil sera fait aux leaders communistes dans cette ville traditionnellement acquise à la droite et dirigée par le jeune gaulliste Jacques Chaban-Delmas? Depuis plusieurs jours, des tracts ont envahi les boîtes aux lettres qui dénoncent le bourreau de Budapest et appellent au boycott du dirigeant soviétique, responsable de la répression sanglante de 1956 en Hongrie. Pour recevoir Khrouchtchev sans accroc,
Les autorités ont donc décidé de rassembler les opposants politiques d'Europe de l'Est réfugiés en France et de leur offrir quelques semaines de vacances forcées en Corse. Et comme 2 précautions valent mieux qu'une, la visite débute loin du centre-ville, dans un tout nouveau quartier populaire et excentré. K, bonne patte, suit avec intérêt le parcours qui lui a été préparé. Il pénètre même dans l'appartement flambant neuf d'une famille ouvrière et se fait expliquer jusqu'au fonctionnement du vide-ordures. Ensuite seulement, le cortège se rend jusqu'à l'hôtel de ville où Chaban-Delmas attend. On se serre la main longuement, puis on va goûter la production locale. Qui a dit qu'un gaulliste et un communiste ne pouvaient pas partager le verre de l'amitié? Pour achever la visite, Monsieur le maire conduit ses invités aux journalistes vedettes de l'ORTF. Carzitro n'en veut toujours plus. Le son de ce nouvel entretien a malheureusement été perdu, mais finalement ce n'est pas si grave. Ici, c'est surtout l'image qui compte. Les téléspectateurs découvrent le doux sourire de Nina Khrouchtcheva, et c'est l'essentiel. Les Khrouchtchev sont dans la boîte, tout le monde est content. Mais les plus heureux, ce sont les Fabrègues, les véritables héros du jour. Ils ont eu l'honneur d'accueillir Monsieur K dans leur appartement. Comment se comporte votre entourage depuis que l'on sait que M. Khrouchtchev est venu chez vous et qu'il vous a serré la main? Ah, ben là, il y a des échos formidables. Les uns disent que nous sommes communistes. Les autres disent que nous avons profité de cette occasion pour faire refaire l'appartement. D'autres disent que la ville nous a prêté les meubles pour le recevoir. Enfin, tout un tas de choses. Nous avons même sollicité, paraît-il, l'honneur à la mairie. Mais vous savez, ça sont des histoires que les gens racontent à tort et à travers. Et vous, M. Fabrègue, que dit-on autour de vous? Oh, on dit à l'atelier, on m'a appelé Coucou, je me demandais pourquoi, je riais. Alors on m'a demandé que s'il était sympathique, s'il était aimable. Moi j'ai dit la vérité, j'ai trouvé ce monsieur sympathique, M. Khrouchtchev pour moi est sympathique, aimable, et il m'a plu car je ne peux pas vous dire, on dirait qu'il est ouvrier. Madame, le jour où il est venu, si vous l'aviez invité à déjeuner, croyez-vous qu'il serait resté? Ma foi, je crois que oui, parce que comme il ne démarrait jamais, j'ai dit, ça y est, pour qu'on l'invite, il reste. Non, K ne peut pas rester, il a un vrai tour de France à faire. Des usines, des écoles, des fermes modèles à visiter, des enfants à embrasser, des messages à faire passer, et peut-être même, ici ou là, quelques affaires intéressantes à conclure. Du maïs? Ça tombe bien, Khrouchtchev se considère justement comme un expert. Pourtant, ces expériences désastreuses mettent à mal le secteur agricole soviétique, allongeant encore les files d'attente devant les magasins, et ses concitoyens l'affublent même d'un surnom ironique, Kukuruznik, docteur S. Maïs. Mais pour l'heure, il continue de fanfaronner. Le maïs peut donner encore plus. Oui. C'est une plante aux possibilités illimitées. De plus, en Ouzbékistan, nous allons irriguer, et là encore, nous sèmerons du coton et nous serons heureux de vous le vendre. Bien, et alors, en échange, vous nous achèterez les pommes de terre primeurs, les choux-fleurs et les pommes Golden Delicious. Oui? Ah! Non. Comme on dit en proverbe français, les bons comptes font les bons amis. Pour ce nouvel ami de la France, les étapes s'enchaînent et Monsieur K fait la course, seul en tête. Partout, il séduit, étonne, fait rire. C'est donc à cela que ressemble un bolchevique sanguinaire. Allons donc. Comment croire que ce papy sympathique, doux comme un agneau et si proche des gens, pourrait appuyer sur le bouton de la bombe, plongeant la planète dans le chaos? À Paris, pendant ce temps, De Gaulle s'inquiète. Et si son invité était en train de lui voler la vedette, comme le prouvent déjà les adhésions engrangées par le Parti communiste dans le sillage de la caravane K? Même l'ennemi socialiste est sous le charme.
à commencer par Gaston Defferre, le maire de Marseille. Personnellement, je pense que le président de la République française a eu raison de vous donner la possibilité de visiter notre pays. Et il était bon que vous connaissiez notre province. Давайте дружить, давайте развивать экономику, давайте обмениваться опытом. Я вас приглашаю в гости. Посмотрите, как живут рабы коммунизма. Не станете коммунистом, и не думаю, и не буду вас уговаривать, но увидите, что коммунисты живут не хуже, а лучше многих стран. А в будущем мы будем жить так, как ни одна страна не живет. Это я вам говорю по-дружески. K, en bon VRP du communisme, a fait la leçon à Gaston Defferre. Depuis Paris, De Gaulle laisse dire « Le but, c'est la détente et la grandeur de la France. » À cette détente, à ce désarmement, à cette coopération, la France est d'autant plus disposée qu'il n'y a entre elle et la Russie aucun litige direct, qu'elle souhaite, au contraire, entretenir l'attrait traditionnel qu'elle a pour le peuple de ce pays, dont elle est l'alliée naturelle. Une alliance naturelle avec l'Union soviétique que De Gaulle cherche à nouer depuis plus de 15 ans. Décembre 1944, la guerre n'est pas encore finie, mais la France est libre. Le général vient en secret à Moscou, négocier avec Staline la reconnaissance de la France comme puissance victorieuse, afin qu'elle soit admise à participer aux discussions de l'après-guerre. Ce que ses autres alliés, anglais et américains, lui refusent. Combien je suis heureux et honoré de me trouver aujourd'hui dans la capitale de l'Union soviétique, d'y apporter l'hommage de la France, alliée de l'Union soviétique, pour la victoire et ensuite pour une paix qui devra être un bienfait pour le monde entier. La négociation est difficile. À plusieurs reprises, le général envisage de l'interrompre et de rentrer en France sans accord. Mais après une semaine de discussion, Staline réveille De Gaulle en pleine nuit. Il est 4 heures du matin et le premier traité international de la France libre est enfin signé. Le général achève sa visite en décorant des pilotes de l'escadrille Normandie-Niemen qui combattent depuis 1942 sur le front de l'Est, aux côtés de l'armée soviétique. Et 15 ans plus tard, c'est le même commandant Delfino, ancien pilote de l'escadrille, qui accueille l'ex-officier de l'armée rouge Nikita Khrouchtchev à Dijon. Tiens, j'ai la même médaille. Celle-ci aussi, à Stalingrad? Ah, celle-là, non, je ne l'ai pas eue. Monsieur K sourit encore, mais ça ne va pas durer. Car la visite du jour s'annonce mal avec l'absence du régional de l'étape. En effet, l'Assemblée des évêques de France vient d'interdire aux membres du clergé de participer aux réceptions du Diable Rouge, le leader communiste athée. Et le problème, c'est que Félix Kir, député maire de Dijon, inventeur de la boisson qui porte son nom, est également chanoine, un ecclésiastique en soutane. Il n'a donc pas le choix, il lui faut se soumettre, obéir à sa hiérarchie et renoncer à recevoir K. Le temps de la visite, Kir, pourtant ouvert au dialogue avec l'Union soviétique, quitte Dijon contraint et forcé. Immédiatement, son absence alimente les rumeurs. On parle de fuite, d'enlèvement. Le scandale est énorme. Car pour la première fois depuis 1905,
les accords de séparation de l'Église et de l'État sont bafoués. Sur place, l'accueil populaire est délirant. Monsieur le Président. À la mairie, cependant, c'est donc un simple adjoint qui prononce le discours de bienvenue. Sans pouvoir remplacer en cette occasion le maire de Dijon, nous vous souhaitons la bienvenue en cette salle des États de Bourgogne. Privé de kir, Khrouchtchev fait la grève du sourire et conserve tout au long de la réception un visage fermé, presque inquiétant, qu'on ne lui connaissait pas encore. De cette bonne entente, que le chanoine Kir, fervent messager de paix. Khrouchtchev quittera Dijon en s'étonnant malicieusement qu'en France, il soit interdit de rencontrer un curé. L'épisode ridicule de Dijon tombe mal pour De Gaulle. Il devait déjà composer avec un parti communiste triomphant. Le voici maintenant aux prises avec une église rebelle qui réussit à dicter sa loi à un élu de la République. Coincé entre la faucille et le goupillon, le général a-t-il vraiment la stature pour s'inviter à la table des grands de ce monde? Khrouchtchev, de son côté, continue de séduire. Heureusement pour De Gaulle, K commence à se lasser de ce marathon à marche forcée. Il en plaisante à l'issue de la visite de sa 3e usine textile dans le Nord. Je crains que le sélectionneur soviétique ne me demande de participer au marathon des prochains Jeux Olympiques. Mais comment résister à un micro tendu, une caméra impatiente, un stylo frémissant, une meute de journalistes à l'affût d'une petite phrase pour un gros titre de plus? Je suis en désaccord avec le Christ lorsqu'il dit qu'il faut tendre la joue gauche si on vous frappe à droite. Si l'on me frappe, je riposterai si fort que la tête de mon adversaire se dévissera. Les journalistes s'empressent de noter. D'un bon mot à une menace glaçante, K souffle le chaud et le froid et crée l'événement permanent. Virtuose de la communication, il vient rappeler à chacun le vrai visage du leader soviétique. Mais même l'homme rouge a ses faiblesses. Et sur la dernière ligne droite de cette course effrénée, l'animal politique refuse l'obstacle. Cette fois-ci, il en a vraiment assez. Le train est arrêté dans une petite gare au fin fond de la Normandie et K, le spécialiste agricole, n'a pas envie de visiter la ferme modèle inscrite au programme du jour. Mais comme tous les habitants du village sont là, il accepte tout de même d'aller partager un petit calva sur le zinc du buffet de la gare. Ce sont des amateurs qui immortalisent cette scène, car la plupart des journalistes sont déjà dans la ferme modèle, digne des grandes heures de la propagande soviétique, spécialement apprêtée pour K, qui ne viendra pas. Pas question en revanche de sécher la dernière visite. Il s'agit du grand moment ouvrier du programme avec l'arrêt à l'usine Renault de Flins, l'un des bastions du Parti communiste et de la CGT. Mais justement, ici, pas besoin de séduire, K est en terrain conquis. Le cortège peut donc passer au pas de charge, sans presque s'arrêter. Les deux dirigeants se sont réservés 3 jours pour se parler. Ils montrent au monde entier que même à l'heure de la guerre froide, le dialogue est possible entre une France indépendante et une Russie plus ouverte. De Gaulle et Khrouchtchev sont donc contents. Le premier voyage en France d'un dirigeant soviétique est un succès. K a montré au monde un visage aimable et séduisant, et le général a prouvé qu'il jouait dans la cour des grands. Pas question d'en rester là. Il faut se revoir, et vite. Dès cet automne, De Gaulle ira donc à Moscou. Nous avons beaucoup et longuement causé de tous les sujets qui actuellement intéressent et même passionnent le monde. M. Khrouchtchev m'a paru être
une forte personnalité. Actuellement, j'ai l'impression qu'au plan où il se trouve, il a constaté que les problèmes du monde sont peut-être moins simples qu'on ne le croit. Moins simple qu'on ne le croit. En voilà un bel euphémisme. Et de fait, rapidement, tout se complique. Le 1er mai 1960, un avion de reconnaissance américain est abattu dans l'espace aérien soviétique. Eisenhower refuse de présenter des excuses, Khrouchtchev est furieux, et De Gaulle devient une victime collatérale de la fâcherie. Plus question pour Moscou d'inviter un ami des Américains. L'année suivante, la tension monte d'un cran. Puisqu'il n'y a toujours pas d'accord possible sur l'Allemagne, Khrouchtchev se fait maçon et construit un mur qui séparera désormais Berlin en deux. De Gaulle n'a pas le choix. Impossible de jouer les francs-tireurs, le voyage à Moscou est à nouveau repoussé. En 1962, la guerre froide se déplace à Cuba. Pendant 13 jours, la crise des missiles précipite le monde au bord de l'abîme. Américains et Soviétiques se livrent à un bras de fer implacable. La Troisième Guerre mondiale paraît imminente et De Gaulle, en allié fidèle, est l'un des premiers à se solidariser avec les États-Unis de Kennedy. Moscou s'éloigne encore. « 1er mai à Moscou, Khrouchtchev fait étalage de sa puissance et de son arsenal nucléaire. C'est Ben Bella qui vient d'arracher l'indépendance de l'Algérie à la France qui est à ses côtés. K choisit ses amis et De Gaulle n'en fait plus partie. Puis, soudainement, Khrouchtchev est limogé, accusé d'aventurisme. Un parfum de guerre froide continue à flotter sur le monde. Dans cette lutte de titans, De Gaulle reste patient et obstiné. Il continue d'y croire. La France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment? En étant en rapport avec tout le monde. Il l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, ne sont pas en bon terme avec tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous sommes ce pays-là. C'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir. Mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale aujourd'hui. Et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune. Mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons. Elle est pour le bien de l'homme. Elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là. Et il n'y a que la France qui le joue. À Rocancourt, pour la dernière fois, les 14 drapeaux des pays de l'OTAN flottent sur la France. Les couleurs sont amenées. 7 mars 1966, De Gaulle envoie un signal clair. La France quitte le commandement de l'OTAN. Moscou saura-t-il apprécier le geste? Une femme pleure. Conformément aux vœux du général de Gaulle, les forces alliées d'Europe disent adieu à leur hôte de 15 années. Si grand que soit le verre que l'on nous tend du dehors, nous préférons boire dans le nôtre, tout en... Les Soviétiques ont effectivement beaucoup apprécié la sortie de l'OTAN et l'invitation lancée par Khrouchtchev 6 ans plus tôt est soudainement renouvelée. De Gaulle va enfin pouvoir continuer à avancer ses pions sur l'échiquier politique international. C'est l'événement diplomatique de l'année. Rares sont les dirigeants occidentaux venus à Moscou depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec De Gaulle, c'est même la toute première fois qu'un président français se rend en Union soviétique, puisqu'à son premier voyage, en 1944, le général n'était encore que le chef de la France libre. Pour fouler le sol communiste, De Gaulle a revêtu l'uniforme. On ne sait plus très bien qui rend visite aux soviétiques. Le président de la République française ou le personnage historique? De Gaulle, en tout cas, est prêt à faire de son séjour un événement marquant. Et dès ses premiers mots, il surprend. В моем
французский народ приветствует великий советский народ. En réalité, le général ne parle pas vraiment russe. Il a juste appris quelques phrases phonétiquement. Une sorte de politesse afin d'établir un contact direct avec la population. Les soviétiques ne reçoivent pas beaucoup, alors quand ils ont un invité, ils ne font pas les choses à moitié. Surtout si au passage, ils peuvent agacer les États-Unis en recevant le président français. Pour l'arrivée de ce dernier, la plupart des moscovites bénéficient d'une journée de congé et des délégations sont disposées sur tout le parcours afin de garantir un accueil des plus chaleureux. Et puis, pour marquer le coup, dès l'arrivée à Moscou, les autorités accordent une faveur exceptionnelle à leurs visiteurs en lui permettant de saluer la foule depuis le balcon du Moss-Soviet, l'hôtel de ville. Dans toute l'histoire soviétique, un seul orateur y a prononcé un discours, Lénine lui-même, le père de la Révolution. Dans la mythologie communiste, c'est un lieu sacré. Je garderai un souvenir inoubliable de l'accueil qui m'a été fait ici. Les moscovites sont surpris. De Gaulle s'est adressé à eux en russe et sans notes, contrairement aux orateurs soviétiques qui lisent scrupuleusement leurs discours. Aussitôt, la blague se répand dans toute la ville. Le discours du général n'était pas écrit, c'est parce qu'il ne sait pas lire. Et l'orage torrentiel qui s'abat brutalement sur Moscou finit de graver cette étrange journée pour longtemps dans les mémoires. Le lendemain matin, De Gaulle entame le volet politique de son voyage. Il y a eu Staline, puis la dénonciation des crimes de Staline par Khrouchtchev, puis le limogeage de Khrouchtchev par la nouvelle équipe. De Gaulle, qui lui est toujours en poste, ne connaît aucun des dirigeants actuels du pays. Alors, afin de rompre la glace, De Gaulle pense judicieux de commencer par évoquer des souvenirs. Cette salle de réunion, il la reconnaît. Il y est déjà venu, pendant la guerre, pour négocier avec le camarade Staline. Un ange passe. Ou un démon, peut-être. Le général de Gaulle est arrivé ici précédé d'une phrase « L'Europe de l'Atlantique à l'Oural ». C'est une phrase qui a été très bien accueillie par les Russes qui disent « Mais oui, nous sommes Européens ». De Gaulle dit « Il faut régler les problèmes de l'Europe entre Européens ». Eh bien, bravo. Règlement européen, cela veut dire Allemagne. Bien entendu, l'Allemagne, pour les Soviétiques, c'est le grand problème. Mais qu'est-ce que les Soviétiques veulent, au fond ? C'est un peu maintenir le statu quo actuel avec deux Allemagnes et en s'efforçant que les Occidentaux reconnaissent la deuxième Allemagne, l'Allemagne de l'Est. Ce que veut au contraire le président de la République française, c'est sortir du statu quo actuel qui, à ses yeux, a l'inconvénient de perpétuer la division du monde en deux blocs. Il y a donc une marge très importante entre ces deux positions, c'est un fait. Les chroniqueurs chroniquent, analysent, supputent, c'est leur rôle. Après coup, De Gaulle, lui, résumera ses entretiens au Kremlin d'une formule lapidaire. Ils ont mis leur disque, j'ai mis le mien. Léon, lui aussi, est du voyage. Sa mission, cette fois-ci, sonder l'âme de l'homo soviéticus de la rue. Pas si simple. Les moscovites se méfient, surtout devant un micro étranger. Que pensez-vous de la visite du général de Gaulle? Мне как раз очень повезло, потому что я как раз присутствовала на встрече самого де Голля, когда он ехал с аэродрома. Eh bien, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais justement là au moment où le général de Gaulle a atterri à l'aérodrome. И первое впечатление было такое, что очень добрый человек, очень отзывчивый. Ma première impression a été que c'était un homme très bon, très compréhensif. Quels pensez-vous que puissent être les rapports entre les deux pays dans l'avenir? Сложно сказать, какие будут отношения. Но мне хотелось, чтобы отношения были хорошими. Il voudrait que les rapports soient bons. Vous pensez qu'ils puissent ne pas être bons, почему вы думаете, что они могут быть нехорошими? Потому что в нашем мире очень сложно что-нибудь предвидеть.
Il dit qu'en ce moment c'est extrêmement difficile de prévoir quelque chose. Вы пессимистически смотрите на будущее? Нет. Vous voyez les affaires d'une manière pessimiste? Нет, я не пессимист. В прошлом было немало возможностей для того, чтобы наши страны сблизились. Однако эти возможности не были реализованы. Il dit que dans le passé déjà, il y a eu plusieurs possibilités, plusieurs occasions où les deux pays auraient pu se rapprocher et que ces occasions n'ont pas été exploitées. Pour les soviétiques, De Gaulle, c'est avant tout le héros de la Deuxième Guerre mondiale. L'ami fidèle, qui aux heures les plus sombres a envoyé l'escadrille Normandie-Niemen combattre en Union soviétique. Cela ne s'oublie pas. Il peut donc tout se permettre. Prendre des bains de foule et surtout dire ce qu'il veut. Après tout le monde y trouve son compte. Les soviétiques ont un ami et la France est un grand pays. Pendant ce temps, Yvonne de Gaulle fait du tourisme. Le programme concocté par les soviétiques est pour le moins inattendu. Pas d'école ou d'hôpital modèle témoignant des réussites du socialisme, mais exclusivement les reliques d'un passé haï et révolu, les joyaux et les fastes de l'époque tsariste. La journée se termine au Bolchoï avec un ballet de Prokofiev, Roméo et Juliette. Une histoire d'amour impossible. Tout un symbole. En ouverture, un chœur entonne la Marseillaise en russe. Mais au fait, de quelle Marseillaise s'agit-il? L'hymne national « Allons enfants de la patrie » ou le chant révolutionnaire russe « Travailleurs, debout, debout ». De Gaulle va passer 12 jours en Union soviétique, son plus long voyage d'État dans un pays étranger. Première étape, Novosibirsk, capitale de la Sibérie. Comme à Moscou, l'accueil est chaleureux. Mais en 1966, qui connaît Novosibirsk? Et pourquoi y envoyer le président français? L'explication se trouve à Akademgorodok, dans la banlieue de la ville. Une cité des sciences interdite d'ordinaire aux étrangers et qui concentre les instituts les plus avancés dans tous les domaines de recherche, notamment en matière de physique nucléaire. Au Kremlin, on a fait miroiter à De Gaulle de grands accords de coopération scientifique. Mais au-delà d'éventuelles signatures, l'événement est considérable. L'Union soviétique dévoile à un occidental un de ses lieux secrets. L'honneur vaut bien de passer une journée à écouter des explications obscures devant des enchevêtrements incompréhensibles de machines fumantes. Les journalistes français, eux, ont préféré partir à la rencontre de l'autochtone, qui est jeune, beau et forcément francophile. Aujourd'hui, Akademgorod s'est mise à l'heure française. Par faveur toute spéciale, notre opérateur a pu passer la soirée dans le club d'étudiants. D'ailleurs, le thème de la soirée était « Un soir au bord de la Seine ». Dès qu'ils ont quitté les amphithéâtres et les salles d'études, les étudiants d'Akademgorod ont un comportement qui n'engendre nullement la mélancolie. Demain, le général de Gaulle quitte la ville de Novosibirsk pour Zvezdograd, la ville des étoiles, et de là, il se rendra sur un cosmodrome voisin, vraisemblablement celui de Baïkonour, le plus important de tous. Ce sera la première fois qu'une personnalité occidentale sera admise à pénétrer sur un polygone de lancement d'engins spatiaux soviétiques. C'est le point d'orgue du voyage. Baïkonour est l'un des lieux les plus emblématiques de la conquête spatiale, mais aussi de la guerre froide. Lunettes de soleil, chapeau de paille. Sous l'apparente décontraction, De Gaulle est sur le point d'assister au décollage d'un engin capable de larguer un satellite dans l'espace.
Impossible de ne pas penser que la même fusée pourrait être équipée d'une charge nucléaire pouvant atteindre les États-Unis. Pour assister au spectacle, Brejnev siège à côté de son nouvel ami, de quoi faire enrager les Américains. Qu'est-ce que le président de la République a vu à Baïkonour? Alors là, on en est un petit peu réduit aux hypothèses, car autour de cette visite, je vous l'ai dit, le secret reste bien gardé. L'agence TASS a publié une toute petite dépêche de 3 lignes mentionnant l'événement sans plus. Toutefois, j'ai noté que cette même agence TASS annonçait un peu plus tard la mise sur orbite d'un 122e satellite de la série Cosmos. Alors je me demande si ce Cosmos 122 n'est pas une sorte de feu d'artifice tiré en quelque sorte en l'honneur du visiteur français. Quoi qu'il en soit, après avoir visité le cosmodrome, le général de Gaulle a repris l'avion et, par une grande diagonale coupant l'URSS, il est en train de gagner Leningrad. À Leningrad, dans la ville martyre assiégée pendant plus de 900 jours par les Allemands, De Gaulle choisit de remettre l'uniforme pour rendre hommage aux victimes de la barbarie. Mais après 10 000 km et une vingtaine d'heures d'avion, le héros est fatigué. Magnanime, ses hôtes soviétiques lui accordent donc une journée de repos. Le lendemain est un dimanche, alors pourquoi ne pas en profiter pour aller à la messe? Tout le monde le sait, Madame de Gaulle est très pieuse. Et ça tombe bien, à Leningrad, il y a encore une toute dernière église catholique en sommeil. Spectacle étonnant. Le président d'une république laïque se rend publiquement à l'église, dans un pays officiellement athée, chaleureusement applaudi par une population interdite, elle, d'activités religieuses. L'avion à nouveau. Destination Volgograd, avec escale d'1h15 à Kiev, juste le temps de lancer un tonitruant « Vive l'Ukraine éternelle » devant les cadres locaux du parti un peu gênés. Ici Moscou, voici la pellicule que nous avons reçue aujourd'hui de nos envoyés spéciaux qui accompagnent le général de Gaulle à Volgograd, l'ancienne Stalingrad, théâtre d'une des plus terribles et des plus décisives batailles de la dernière guerre. On a d'ailleurs remarqué que pour la 3e fois de son séjour, le général de Gaulle était en uniforme pour arriver à Volgograd. Monument aux morts, vestiges de la Seconde Guerre mondiale et bain de foule, le 23e, disent les officiels soviétiques qui aiment les statistiques, et qui sont toujours aussi étonnés par cette coutume étrange à laquelle le général semble s'y attacher. Peut-être, disent les mauvaises langues, parce qu'en France, les bains de foule se font de plus en plus rares. Merci pour les poissons. Le poisson a un nom. C'est un esturgeon de la Volga, probablement gros de plusieurs kilos de caviar. Un dernier cadeau royal pour le seul ami occidental de la Russie. Retour au Kremlin, où les tractations politiques reprennent enfin. Mais comment imaginer que l'on puisse résoudre la question de la guerre froide, ni même trouver une solution à la division de l'Europe en 2 blocs? En revanche, on signe quelques beaux contrats de coopération scientifique qui perdurent encore aujourd'hui, dans des domaines symboliques et inattendus, le nucléaire civil, la conquête spatiale. Aux États-Unis, le message est reçu 5 sur 5. Nous, Français, et vous, Soviétiques, a dit le président de la République, nous commençons une vie nouvelle, celle qui nous met ensemble pour travailler ensemble à la paix. Eh bien, le mot ensemble signifie, d'une part, comment dire, camaraderie, j'ai presque envie de dire amitié, et d'autre part, il signifie égalité. On a traité d'égal à égal, il n'y a pas d'inférieur et de subalterne. Tout ceci s'est passé dans un climat de courtoisie gentille et les gens ont eu l'occasion de faire preuve d'une grande et sympathique francophilie. Mais bien sûr, c'est Léon qui a raison. D'égal à égal, c'est ce que voulait De Gaulle. Établir un dialogue par-delà le rideau de fer. Ensemble, on passe de la détente à la coopération et la France indépendante réussit à devenir un pont entre l'Est et l'Ouest. C'est un succès, mais ce n'est qu'un début. Après De Gaulle, tous les présidents français iront à Moscou afin de poursuivre le dialogue. Au moment de partir,
Le général, quant à lui, reçoit une dernière faveur de la part des autorités, en devenant le premier dirigeant étranger invité à parler au peuple soviétique en direct à la télévision. Всем русским, мужчинам и женщинам, которые меня слышат и видят, от всего сердца выражаю мою благодарность за чудный прием, мне оказанный народом и его правителями. Каждой и каждому из вас желаю всего лучшего для его жизни, для жизни ваших близких и вашей страны. Всем вам я говорю, что новая Франция, друг, новая Russie. En Russie, encore aujourd'hui, on se souvient de De Gaulle avec émotion. Le général restera dans le cœur des Russes comme le seul ami occidental des années de la guerre froide. Mais au-delà des enjeux géostratégiques, qu'était venu chercher l'homme du 18 juin 1940 au pays des Soviets? Peut-être retrouver une fois encore ce frisson de faire partie de la grande histoire.